Attention, Cyril le Bavard. Salut Cyril. Salut. Salut Bah Jonathan. écoute, merci de m'accueillir ici pour On ne fait pas le même métier, donc c'est le nom du format. Alors, On ne fait pas le même métier, qu'est-ce que c'est? Je pars à la rencontre de gens qui travaillent dans l'audiovisuel et le cinéma indépendant ou qui ont fait des projets là-dedans. Oui. Et donc, toi, tu es très bien placé pour en parler. Tu as travaillé sur un long métrage indépendant qui s'appelait Les Seigneurs d'Outre-Monde, donc qui a été fait de manière assez Système D. système D. Voilà, c'est ça. Donc voilà, et ce qui n'est pas courant en France, c'est un long métrage d'Heroic Fantasy. Oui, on va dire ça. Donc, Oui, voilà. oui, c'est vrai. Donc je te propose que, durant ce petit entretien, on discute pas mal de ça, et aussi de ce que tu peux faire à côté en audiovisuel, parce que c'est aussi ton métier dans la vraie vie. C'est ça. C'est devenu. devenu. Voilà, à travers avec le film, au fur et à mesure, c'est devenu. Ça s'est transformé. C'est une passion qui s'est transformée en métier. D'accord. Bah du coup, je te propose de commencer tranquillement, après le générique. En quelques mots, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Eh bien, je suis Cyril, je suis monteur graphiste, ou graphiste after, comme on peut le dire dans le métier. Et puis, je sais pas, ça fait une dizaine d'années que je fais ce métier. À la base, je faisais pas du tout ce métier-là, et alors, je travaillais dans l'industrie automobile, et donc je suis autodidacte. J'ai appris par moi-même avec des projets, des petits projets, plein de petits projets indépendants. Et petits projets en amènent des plus grands, notamment les Seigneurs d'Outre-Monde. Est-ce que tu te souviens de ton premier projet? Oui, ça devait être le premier projet, alors, un truc, un espèce de court-métrage non rémunéré, hein, c'est un truc qu'on débute pour apprendre. Ils avaient filmé en noir et blanc et ils voulaient une flamme de bougie ou un truc comme ça en couleur. Plutôt que de filmer en couleur et puis de dire on isole le truc après, au final il avait fallu que je recolorise le truc. Ce que j'avais fait, ça leur avait plu, mais moi les images, j'avais trouvé ça moyen parce que il y avait une erreur de mise au point. Genre on voyait mieux le placard en formica derrière que la personne avec sa lettre qu'il était en train de brûler. Donc déjà je sentais que c'était pas forcément le genre de projet vers lesquels je voulais m'orienter. Je sentais déjà qu'il y avait un truc qui allait pas, quoi. Tu voulais du plus costaud un peu? Plus costaud peut-être, je sais pas, ou au moins pas ce genre d'erreur, je sais pas, j'aspirais à autre chose, mais bon, voilà, fallait tester quand même. Et du coup, tu disais que tu travaillais dans l'automobile avant. Oui. Et comment est venu le changement de passer de l'automobile à travailler dans la post-production? Je vais presque dire l'arrivée du DVD. Ouais. Bon, vraiment, mais parce qu'en fait, avec l'arrivée du DVD, on a eu droit à des making-of, des commentaires audio sur le DVD. Pour moi, ça a été une espèce d'explosion de genre de connaissances là-dessus. Alors, au bout d'un moment, on se rend compte que effectivement, dans les DVD, c'est plutôt des featurettes, des choses. On ne montre pas tout. On n'explique pas. On va pas apprendre à faire un film en regardant des bonus dans un DVD. Je suis fan du cinéma des années 90, le cinéma d'action des années 90, les gros blockbusters, Terminator 2. Tout ce qui est pop culture. Voilà, exactement. Et donc, c'est une espèce de suite logique, d'arriver à retrouver ces films-là après en DVD, et puis d'en découvrir d'autres, et avec plein de bonus, même la prélogie Star Wars. Il y avait cette espèce de proximité avec les films qu'on n'avait jamais eu avant, des espèces de petits reportages sur Internet et qu'on a retrouvé après sur les DVD. Ils montraient comment faire les costumes, comment faire les effets spéciaux sur le tournage, le gars qui faisait la fumée, quoi. On se dit, oui, on découvre au final que oui, il y a des métiers pour chaque action dans un film. Et ça a été un peu le déclencheur, on va dire, en quelque sorte. Ok, et d'où te vient ton amour du cinéma, du coup? De tout petit? Est-ce que ce serait le premier Batman de Tim Burton? Peut-être un jour, j'avais même pas la cassette, c'est la VHS, hein, donc des amis de mes parents qui nous avaient prêté ça et je l'ai vu et revu en boucle. J'ai passé 10 ans dans l'industrie automobile et les 3 dernières années, ça a été alterné entre je finissais ma semaine de boulot, je chargeais la voiture, je partais en région parisienne chercher des copains, on descendait en Bourgogne pour un tournage pour le week-end, on rentrait le dimanche soir et le lundi matin, je retournais au boulot. Ça a été comme ça pendant 2-3 ans où c'était à charbonner comme ça. Quand tu parles d'aller en Bourgogne en week-end en tournage, c'était pour les Seigneurs d'Outre-Monde? Alors il y a eu un peu les Seigneurs d'Outre-Monde, il y a eu une autre petite série qui s'appelait Grisp Profilers, qui était, on va dire, inspirée X-Files, les experts, mais à la française avec nos petits moyens.
Ça découle de différentes expériences, c'est des équipes qu'on rencontre, c'est des gens avec qui je me suis bien entendu. C'est que dans un magazine, étant un peu fan de Star Wars, je vois des Français qui font un fan-film Star Wars qui s'appelle L'Ordre Sith. Moi, en petit fan que je suis, je vois ça dans le magazine, je crois, oh, c'est génial ce qu'ils font, je fais jamais, j'arriverai à faire ce genre de choses-là et tout. Et puis au fur et à mesure, il y a des projets qui se mettent en place, avec la magie d'Internet, je rencontre une équipe qui se met à monter un projet de film, une fiction, voilà, inspiré un peu X-Files des experts, et j'y vais pour faire du making-of. Ils cherchaient quelqu'un pour faire du making-of, ça m'allait bien, j'avais une petite caméra, allons-y comme ça. Puis j'étais aussi indépendant du truc, n'estimant ne rien connaître, je me suis dit, en faisant ça, je vais apprendre des choses. Je vais pouvoir observer et je vais pouvoir observer ce qu'ils font, et puis moi je pourrais faire du petit making-of. C'est des choses qui ne sont pas essentielles à la fiction, mais on y applique les mêmes règles, les mêmes codes. On doit faire des images, il faut que ça soit propre, que ça soit cadré. Si on interviewe quelqu'un, il faut que le son soit propre, voilà. Et ces gens-là que j'ai rencontrés pour faire ça, il s'est avéré que c'était ceux qui faisaient le projet L'Ordre Sith. Il tournait au ralenti, c'était l'association R2. Et moi, en les rencontrant, je fais les gars, il en est où le film? Je veux le voir, moi, C'était une vraie galère à finir. Et en fait, c'est parti de là, c'est que j'ai pu faire des petits making-of, faire des petits plans sur ce film-là. Et puis après, on a continué voilà, avec ces équipes-là, et ce qui a amené au Seigneur d'Outre-Monde, quoi. Voilà, c'est les mêmes équipes. Ok. Voilà, c'est les mêmes gens. Donc tu pars en week-end faire ce genre de petit tournage, ouais, entre guillemets. C'est ça. Et comment on passe de ça à qui a lancé l'idée, qui est arrivé en disant les mecs, on va faire un long métrage d'Heroic Fantasy en France? Il y a Rémi Hoffman qui était déjà le réal des Seigneurs d'Outre-Monde, qui était déjà sur l'Ordre Sith. Oui, je me permets de te couper parce que toi, t'es pas réalisateur sur les Seigneurs d'Outre-Monde. Voilà. On en viendra après, mais tu as fait beaucoup de choses, mais tu n'as pas réalisé. C'est ce qui correspond au système D. Voilà. Donc sur les Seigneurs d'Outre-Monde, Rémi Hoffman qui est le réal et le co-scénariste, et c'est pareil, c'est un microcosme sur le film. Eh bien avant, il était déjà le monteur sur l'Ordre Sith. Alors il y a eu plusieurs personnes qui se sont succédées, mais il faisait partie de ça, et donc lui, il voit une première expérience, il se dit bon, c'est sympa. Il y a une autre expérience, je disais fan film X-Files, les experts, qui se met en place. Il voit bien qu'il y a des choses qui vont pas, et puis il sent le truc venir, et petit à petit il y a aussi l'envie lui de réaliser quelque chose. Donc avec son pote Fenris, ils ont écrit un scénario, et Rémi a écrit un scénario, Fenris a corrigé petites choses, voilà, ça a été un peu en duo. On est en quelle année à ce moment-là à peu près? 2006-2007. Espèce de barbare sans cervelle! Mais qu'est-ce que vous avez fait? Si on m'avait dit que je ferais ça un jour, je l'aurais pas cru. Est-ce que Rémi se rend compte dans quoi il se lance au moment où il écrit? Ou il sait pas encore Plus ou moins, parce qu'il sait que, par exemple, il veut pas de fond vert par rapport à ce qu'il y a, fond vert, fond bleu, pas de fond comme ça, par rapport au fan-film Star Wars d'avant. Il sait qu'il faut des comédiens, des vrais comédiens. Je dis, il y a pas de vrais faux comédiens, mais professionnels, on va dire. Ou des gens qui ont déjà suffisamment d'expérience dans le théâtre, des choses comme ça, qui ont au moins des notions de comédie. Donc il avait tout ça, tout ça se met en place, et c'est pareil, c'est pas venu du jour au lendemain. Je pense qu'il y a la petite checklist au fur et à mesure. Alors les comédiens, il en faut, il faut des comédiens. Pareil pour au niveau matériel caméra, matériel éclairage, il sait tout de suite qu'il faut de l'éclairage, mais il faut quelqu'un qui sache aussi maîtriser l'éclairage. C'est comme comédien, c'est un métier, voilà. Donc c'est des choses sur lesquelles il n'a pas fait l'impasse. Et donc c'est parti un peu comme ça, où il s'est dit ouais, on y va. Toi, t'es arrivé dès le début du projet?
comme il était, on tournait, c'est moi qui ai réalisé les 3/4 des épisodes sur Gris Profilers, réalisé, monté, des choses comme ça. Quand il m'a dit bah ouais, on va se lancer là-dessus sur les Seigneurs d'Outre-Monde, j'ai fait bah ok. Moi de mon côté en dehors, j'avais fait quelques expériences de figurants, pareil sur des grosses prods, des petites prods. Je voulais regarder. On apprend en regardant. Et en observant, et il y avait, j'ai tourné dans Mérine, qui s'était tourné en Normandie, il y avait quelques scènes en Normandie. Donc là, on sent que c'est du gros budget. De Jean-François Richet avec Vincent Cassel. Quand on a le convoi de vieilles voitures, alors moi j'ai tourné là-dedans, mais il n'y avait pas Vincent Cassel. Là, il était là, mais c'est pas grave, c'est des scènes où il le recherche. Et en fait, on voit le convoi de vieilles voitures et qu'il y a l'hélicoptère qui se met à décoller avec le gimbal à l'avant. Là, on fait, ah là, ça rigole plus. Voilà. Mais c'est le genre d'expérience où on voit. Il y a le premier assistant réal, le second assistant réal et le troisième assistant réal qui est là pour gérer un peu les figurants. Donc Rémi, je lui dis, écoute, toi, sur les Seigneurs d'Outre-Monde, c'est un film avec beaucoup de monde, il va y avoir des figurants, des batailles, des machins. Je fais, moi, troisième assistant réal, ça me plairait bien. Parce que c'est pas trop de risques, pas trop de... Voilà. Gérer les figurants, je mets pas la prod en danger, tu vois, j'y connais rien, donc je peux apprendre, je peux corriger mes erreurs rapidement, voilà. Je sais que je peux faire ça. Bon, il n'y avait pas de deuxième assistant, il n'y avait pas de premier. Bon, donc tu te retrouves, je ne vais pas dire premier assistant réal, mais parce que Rémi faisait aussi des choses qui incombent au premier assistant réal. Il faisait les plannings, par exemple? Il faisait les plannings, il contactait les comédiens pour savoir quand est-ce qu'on se calait. Enfin, voilà, il fixait une date ou des choses comme ça. Après, voilà, ça a été cette espèce de prod. Enfin, c'est pas vraiment une prod, mais c'est un projet où c'est complètement fou. Mais on a fait avec les moyens du bord et il y avait un décor dans lequel on est allé. Un exemple que moi je retiens toujours, c'est un décor dans un village mérovingien. Donc les murs en terre, village d'Astérix, voilà. Mais il nous prêtait un peu ce décor-là, mais à l'intérieur, on avait besoin de tourner à l'intérieur, une espèce de hutte d'un vieux sorcier. C'était vide à l'intérieur. Donc il fallait qu'on ramène la déco. Et du coup, j'ai dit à Rémi, je fais écoute, on va essayer. J'ai eu la tâche de décorer le truc à l'intérieur. Donc je suis allé chercher un vieux renard empaillé chez ma grand-mère. Je suis allé dans les déchetteries autour de chez moi en disant on fait un film médiéval fantastique, on est une association, est-ce que vous accepteriez que je récupère des trucs? Je vous les ramène après, c'est pour faire notre décor. J'ai pris des vieux bidons, des machins, des trucs que j'ai peints après. Enfin, tu vois, c'est. Donc tu as même fait de la déco? Oui, j'ai fait de la déco, voilà. Et tu fais assistant costume, tu fais assistant électro, tu fais assistant surtout. Et l'équipe, elle était variable ou il y avait des gens qui revenaient régulièrement? Il y avait un noyau. Les gens étaient tous de bonne volonté. Et ça s'est toujours bien passé. Les gens savaient qu'on faisait ça avec nos petits moyens. Et voilà, après, le cadreur, c'était un cadreur. S'il y avait un cadreur qui était là, c'est lui qui cadrait. Voilà. Mais après, on était là pour dire, si tu as besoin, dis-nous. Il n'y a pas de chef électro ou je sais pas, du coup, dis-nous. On peut savoir aller chercher une prise. Est-ce que tu dis là, ça a été valable sur tous les tournages? Parce que il y a plusieurs sessions, je suppose. Oui. Vous n'avez pas pu vous permettre de prendre 3 mois et de faire un long métrage en 3 mois? Non. C'était étalé sur des week-ends. Parfois, les gens n'étaient pas dispo le week-end, donc on s'arrangeait à se mettre une journée la semaine. Quand je suis passé justement de l'industrie automobile à mon métier de graphiste en intermittent, il y a des fois où tu travailles pas. Donc c'est des moments où tu cales des tournages pour les Seigneurs d'Outre-Monde. Donc il y a des fois, on était, on va dire, une dizaine de personnes à tourner. Et il y a d'autres fois, il y avait beaucoup plus. Donc quand c'est beaucoup plus, comme quand c'est un banquet ou des choses comme ça se prévoit 3 mois à l'avance. Et ça s'est étalé sur combien d'années les tournages ou combien de mois? 2-3 ans, je pense. Parce que après, il y a des moments où des fois on pouvait avoir un mois d'écart où des fois les décors étaient pas dispo, ou des fois on n'avait pas encore le décor dans lequel on voulait tourner. Donc je pense que ce qui nous a bien servi, par exemple, pour enchaîner les tournages, on a dû faire 4 week-ends, je pense, à Provins qui est à l'est de Paris. C'est une ville où ils nous ont ouvert leur bâtiment. Enfin, je veux dire, c'est une ville fortifiée. Et voilà, ça a été génial, quoi. Et Rémi, qui a réalisé le film, il est réalisateur dans la vraie vie? Oui, alors à la base, il a une formation de monteur. Et l'idée, c'était de s'orienter vers de la réal. Et en quelque sorte, le film Les Seigneurs d'Outre-Monde, on a presque envie de dire, c'était une carte de visite pour ceux qui voulaient tenter des choses, quoi.
Quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de faire, je sais pas, de la lumière et qui peut-être a un autre métier pouvait venir sur ce type de projet-là et faire des tests. Alors c'est des gens qui déjà ont une certaine connaissance. Donc c'était une espèce d'atelier un peu géant où Ouais. tout le monde venait expérimenter. ah oui, un c'est ça, peu. c'est ça. Et des gens qui, eux, faisaient déjà du costume pour du GN, par exemple, du grandeur nature. C'est du jeu de rôle en grandeur nature. N'avaient jamais fait de costume pour le cinéma. Bon, bah, ils nous ont fait des costumes, nous, pour le long métrage. Il y a une quinzaine de costumes qui ont été faits exprès pour le film. Vu que ça a pris 2-3 ans le tournage, il y a des évolutions techniques. Tu Ouais, vois, par ah, exemple, oui. les caméras d'il y a Oui. 10 ans, c'est pas les caméras de maintenant. Non, non. Du coup, vous êtes obligé. Alors, je le dis avec mes mots, tu me dis si je dis des oui, bêtises. oui, non, mais... Vous êtes resté bloqué au format, le Oui. premier format. Oui. Vous ne pouviez pas évoluer en 4K, même si la 4K est arrivée entre deux, je suppose. Alors, ou- 4K, c'était peut-être pas encore Mais tu vois ce que je veux dire, il y a des démocratisé, mais- changements oui. techniques. Ah du bah de coup, toute façon, moi par exemple, on est arrivé à ce que on va dire sur la fin, une fois les 2 tiers passés, je tournais des making-of avec du coup un appareil photo qui filme, un Canon, un 550D, qui était le grand boom des appareils, des boîtiers, des DSLR. On est resté sur un format avec une caméra, c'était de la DVC Pro, je crois que c'est ça. Mais au moins le film reste uni. Il y a une unité dans le film qui fait que forcément, il n'a pas la patte de ce qu'on peut voir aujourd'hui, mais il n'y a rien, ça dénote pas en cours de route. Il faut remettre ça dans son contexte. À l'époque, il n'y avait pas, tu louais pas une RED pour pas cher, ou tout ça, ça n'existait pas à l'époque où vous avez tourné. Fallait, alors, il y avait on est parti sur ce format-là parce qu'on avait le choix entre du HDV, je pense que c'est ça, du HDV qui était le format Sony, ou le DVC Pro qui était le format Panasonic. Donc vous avez numérisé des cassettes. Ouais, je pense que c'était les cassettes qu'il y avait dedans, je pense, parce que le HDV c'était les cassettes. Et donc vous tourniez quand même déjà en HD à l'époque. Oui, pas de souci. mais c'était juste avant l'avènement des appareils photo qui filment. Hein. Tout va avec, c'est-à-dire que faut imaginer en 2007, Facebook arrivait à peine. Enfin, il y a tout un tas de trucs qui ont fait un boom. YouTube, après. c'était pas encore le YouTube de Ah maintenant. bah non, on mettait nos making-of sur Dailymotion, quoi. C'était. Ouais, parce que pour ceux qui regardent un peu cette vidéo, Ah Dailymotion, il y a une époque où c'était mieux que YouTube. Bien sûr. Tu gagnais de l'argent. Bien sûr, ouais, c'était. Toutes ouais, les ouais. visiteurs du futur, moi je les ai connus par exemple sur Dailymotion. Ah oui, non, mais Dailymotion, c'était le futur. On mettait les vidéos en 320 par 240. Hein. La petite fenêtre. C'est un vrai défi en fait ce film parce qu'il y a à la fois de se dire il faut maintenir cette volonté de continuer à filmer comme ça. Tant pis, on a commencé comme ça, on finit comme ça. Le film il est comme ça, il a ses qualités, il a ses défauts, on le sait, mais c'est pas grave. On a voulu aller jusqu'au bout et il y a des fois c'est ce qu'on nous dit. On dit les mecs, bravo, vous avez réussi à faire un long métrage médiéval fantastique. Un long métrage médiéval fantastique. Vous êtes allé jusqu'au bout. Pour nous, on n'imaginait pas autrement, enfin. Mais bordel, vous avez fait un truc que des prods sont pas capables de faire en France. Alors, il n'y a pas de long métrage d'Heroic Fantasy en France. Bon, maintenant il y a Kaamelott qui vient d'arriver là. Oui. Mais là, alors on enregistre, il y a Kaamelott qui est sorti avec 15 c'est ça, jours. voilà. Mais en fait, avec nous, dans les comédiens, il y a un producteur qui est Thorvald, qui est l'un des personnages principaux dedans. Lui, il avait sa boîte de prod à côté. Et il a été clair avec nous. Il nous a dit, en fait, soit on le fait en mode système D avec, on met de notre poche, on met un peu de notre poche sur, voilà, pour les pleins d'essence, les machins, les trucs comme ça. Ou sinon, c'est tout de suite hors de prix. Si on reste dans les... Comment je veux dire, dans les grilles de métier, les grilles de salaire, des choses comme ça, c'est juste impossible parce que tout va s'ajouter avec, il y a du... les costumes, tout va avec, quoi. Les chevaux, là, on a pu avoir des chevaux parce que dans les connaissances qu'on avait, il y en a qui étaient cavaliers. Après, on se rend compte effectivement que les chevaux de tournage, c'est pas des chevaux de loisirs, tu vois. Ouais. Un cheval de tournage, alors je pense qu'il y a des règles, hein, il y a des choses à pas, il y a des choses à faire, à pas faire. On n'en savait peut-être rien, donc on a fait ce qu'on pouvait. Mais nous, dans le domaine du truc chiant, c'est que on a chiant ou des contraintes. C'est-à-dire que je vais pas dire chiant parce que c'est pas vrai. Les contraintes de tournage. Donc il y a les adultes, les enfants et les animaux. Tu vois, c'est les animaux. Tu sais que c'est une tannée, ça va être compliqué, quoi. Alors, dans le film, vous avez tout ce qu'on met pas normalement, comme tu dis, animaux, ouais, des enfants, des animaux. C'est tous les trucs qu'on déconseille dans les premiers films, dans les premiers ça. projets, vous l'avez mis, quoi. Et Puis
Mais Sans après, parler de la post-production. ça donne un cachet aussi. Enfin, moi, ce que j'avais déjà aimé dans ce qui se faisait avant avec R2, l'association donc qui a fait le film, c'est pas 3 mecs qui discutent dans une forêt. Il y a plus d'envergure, il y a plus de... Je veux dire, le fait de manquer de moyens, souvent, c'est des choses qui sont très limitées. Ça se passe à un lieu même. Et alors que là, c'est pas que ça part dans tous les sens, mais il se passe un truc à un moment, il se passe un truc à un autre moment dans un autre endroit. Et en fait, c'est une espèce de découpage qui se fait forcément à l'avance, qui se fait dans le scénario, dans la préparation des tournages, choses comme ça. Et moi, c'est quelque chose ça me faisait kiffer, quoi. C'est de se dire, c'est pas linéaire, c'est ce qu'on a aimé, c'est les codes de Star Wars, Indiana Jones. Enfin, on se prend pas pour Spielberg, hein, tu vois. C'est pas du tout ça, mais on a grandi avec ça. Donc derrière, tu t'es biberonné à ça, t'as forcément envie de reproduire un peu ce schéma-là. T'essayes. Et moi, c'est ce qui me plaisait. Je me dis, les mecs, ils se cassent le cul à essayer de faire un truc. C'est ça qui m'a dit, moi, ce projet-là, je veux être dedans, je veux bosser dessus, je veux y participer, quoi. Bah, clairement, ce que tu dis là, dans la manière dont il a été produit, dans la manière dont il a été réalisé, le film, il manque pas d'ambition. Alors, comme tu le dis depuis tout à l'heure, bien sûr, il a des défauts. Oui, bah oui, tout n'est pas parfait. Voilà, bon. On le sait, mais on le sait. En fait, c'est ça aussi. En plus, vous êtes au courant. Mais on aime bien aussi il manque pas d'ambition. Il y a du décor, il y a du, c'est ça. Il y a du costume. En fait, le mot qui me vient à l'esprit, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais vas-y. Le mot qui me vient à l'esprit, c'est que le film est généreux. Bah, on a essayé, enfin, c'était un peu le problème quand on essayait de présenter le film. Alors, c'est quoi le film? C'est quoi Les Seigneurs d'Outre-Monde? On disait, il y a de l'amour, il y a de l'humour, il y a de l'aventure. Enfin, voilà. On essayait d'expliquer que c'est pas l'idée, c'est pas de se faire chier devant le truc, c'est pas cérébral, ça, un truc, on s'amuse, mais c'est vrai que ça se rapproche plus de la dark fantasy. Un peu comme Dark Crystal ou des films. Dark Crystal, c'est particulier parce que c'est des marionnettes, mais on est vraiment sur un truc qui, je sais pas comment dire, ouais, c'est pas du Willow, mais c'est le Willow français, tu vois. Ça serait prétentieux de dire ça, mais c'est des films qui nous ont passionnés aussi et qui forcément on essaye. Et c'est impossible de le faire autrement si tu t'appelles pas Alexandre Astier ou si t'as pas une grosse tête d'affiche ou un truc comme ça. Donc on s'est quand même lancé là-dessus et pour ça je dis on sait qu'il y a des défauts parce que c'est du système D. Parce que on sait qu'il y a eu des moments, on n'a pas eu le choix, on a eu ce décor-là et pas un autre, on faisait aussi avec nos moyens. Et comme on était en association, généralement les décors sont prêtés à des associations, ce qui n'est pas le cas avec des boîtes de prod. Ah, il y a de la location. Il y a de la location. On est arrivé un jour, on a visité un château en région parisienne. Oh, le château il est magnifique et tout. On a fait le tour, on fait c'est cool, machin. On a demandé, on rencontre la personne qui est chargée des accueils de tournage et machin. On a fait oui, c'est 6 500 € la journée. Merci, au revoir. Merci, bonne journée. Enfin, voilà, on vous rappellera. Ça, c'est pour la manière dont le film a été tourné. Oui. Et donc, pour parler de ton expérience à toi, donc tu as été assistant là-dessus? Oui. Tu as fait de la déco, tu m'as dit? Ouais. Tu as fait quoi d'autre? Tout ce qui était cantine, la régie, on va dire. T'as fait la bouffe? Ouais, la régie. Bon, après, on faisait des trucs simples, mais il y a eu je pense que le meilleur souvenir, c'était quand même, on avait donc à Provins, on a organisé, dans le film, il y a un banquet, une scène de banquet. Il y a le roi avec tous ses convives. On avait vraiment beaucoup de monde, 30, 40 personnes. Tourne ça au mois de février. Sur les tables, il fallait mettre genre des pommes, de la salade, des machins, du raisin. Va trouver du raisin au mois de février. Donc par exemple, un défi, tu vas en chercher, tu dis aux gens, surtout vous le mangez pas, parce que c'est le décor et j'en ai pas des kilos, donc tu vois, c'est ce genre de truc. Et derrière les gens, on les a plus ou moins logés. Alors, c'est des gens qui faisaient déjà un peu de la reconstitution historique, ils étaient habitués, on a se loger un peu à la route. Et la ville nous a prêté un espèce de lieu où ils accueillent d'habitude justement des troupes de reconstitution historique. Donc c'était un peu à la route, c'est une espèce de vieux manoir, j'en sais rien. Et à l'intérieur, il y avait une cuisine et tout, et on a fait la popote, et voilà. Enfin, c'est moi qui faisais ça. Il y avait un moment, on était en tournage, c'est pareil, mois de mars ou je sais pas quoi. J'arrive avec je sais qu'il allait pas faire chaud, j'arrive avec mon espèce de réchaud, un poêle à gaz. Un poêle à gaz, c'est le truc, ça a une grille devant et puis ça envoie du chauffage. Quand j'arrive avec ça, il y en a 2-3 que ça fait sourire, il faut tu déménages, un truc comme ça. Je fais bougez pas, vous allez voir. On a tourné dans une espèce de tour carrée, une espèce de tour à courant d'air, où une fois qu'on était dedans, il faisait pas chaud, les gens étaient bien contents d'avoir le chauffage, tu vois, c'est le genre de truc. Pour la bouffe, tu prends une cocotte minute, tu fais de la soupe, tu tournes en extérieur où il fait pas très chaud, t'es en plein mois de février, mars, un truc comme ça. La soupe, elle fait un carton, une soupe de légumes, tout bête. C'est le genre de truc que j'ai fait. Alors, oui, parce que je savais le faire.
Et du coup, bah, je l'ai proposé, je fais, bah, écoute, je viens, je ramène ça, ça passe nickel, quoi. Voilà. Et c'est du système D. On fait pas appel à un traiteur, on fait, voilà. Donc c'est des trucs tout bêtes, mais il y avait un côté convivial, un côté où on s'entraidait, où chacun y mettait un peu du sien, et voilà. Toi, t'as fait les 3 ans de tournage? Ah oui, tout ce que j'ai pu, j'étais là. Il y a des moments où j'étais pas forcément là, ce qui d'ailleurs est très pas perturbant, mais quand tu t'attaches au projet et que tu as un moment, tu as la scène de fin, le tournage de la scène de fin, tu fais ah, ça te spoil le truc, parce que j'avais pas lu le scénario, j'aime pas trop, voilà, on peut le décortiquer, des choses comme ça, mais je lis pas exprès pour vraiment me consacrer à l'œuvre après telle qu'elle est filmée. Quand on regarde le générique, Rémi il m'avait dit bah écoute, t'as fait ça, je te mets là, je te mets. J'ai dit mon nom il apparaît beaucoup de fois au générique quand même, je suis peut-être pas obligé. Enfin, et voilà, après de aussi savoir rester à sa place, de dire c'est pas mon film. Les gens qui venaient comme ça travailler, il y en a pour qui c'était pas forcément leur métier non plus d'être dans un film quand ils sont figurants et choses comme ça. Et ça fait des contacts. Ça fait des contacts. Et une fois qu'on a le film terminé en boîte, il y a la post-prod qui va arriver. Et moi, ayant fait déjà d'autres effets ou monté, bah, du coup, je disais la série Grease Profilers, qui était, j'ai monté les 3/4 des épisodes. Et quand on est monteur graphiste, son CV, c'est sa démo. Il y a le CV papier comme on donne dans les bureaux, comme ça n'existe pas. Ça n'existe pas, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, c'est parfait ce que tu dis là, parce qu'on peut rebondir là-dessus. La post-production. Oui. Donc, comment ça s'est passé? Il y a 3 ans de tournage, vous récupérez je sais pas si c'est des disques durs, des cassettes. Ouais, des rushs, ouais, enfin, c'est ça. Ouais, je pense que c'était les cartes numérisées, vous tout ça. Vous retrouvez avec tout ça. Oui. Et donc là, est-ce que c'est là où vous lancez le Ulule pour la post-production? Non, en fait, on a au fur et à mesure qu'on tournait le film, on a avancé la post-prod au fur et à mesure. Rémi essayait de faire le montage au fur et à mesure de ce qu'on tournait. C'est le réalisateur qui a monté tout le film? Ouais, c'est ça. Et donc après, il y a eu quelqu'un à l'étalonnage, peut-être 2-3 personnes. C'est pas évident, hein, c'est pareil. Tu peux pas demander à quelqu'un de s'engager sur un projet comme ça. Bah, surtout un long métrage, c'est des jours et des jours. C'est ça. Puis en plus, étalé sur plusieurs années, donc c'est compliqué. Donc on a fonctionné par petits bouts, c'est un peu fractionné. Il y a des gens qui ont participé beaucoup plus, hein, mais c'est vrai que c'est un peu fractionné. C'est beaucoup d'aide, beaucoup de coups de main, des gens qui croient au projet et qui disent bah oui, je vous file un coup de main, voilà. Donc ça c'est ce qui a aidé beaucoup de projets. Mais quand on a vu la charge de travail que ça représentait, c'est-à-dire qu'on avait fini les tournages, le rythme que ça nous prenait, on peinait à mort à faire avancer la post-prod, parce que il y a une espèce d'effervescence qu'il y a quand on est en tournage. Il y a une dynamique, il y a un truc, mais la post-prod, bah, c'est un peu chacun chez soi, on n'a pas de locaux, c'est t'envoies les rushs à quelqu'un, alors t'as pu avancer, bah non, là j'ai pas pu, voilà, donc c'est un peu ça qui a été compliqué, et là on s'est dit, ça va être compliqué, ça va nous prendre plus de temps pour faire la post-prod que faire les tournages, on va jamais y arriver. Donc on s'est dit, si on veut vraiment y arriver, il va nous falloir du financement, des fonds. Donc là, on s'est dit, ok, on se lance sur un financement participatif. Et ça a été cool parce que ça a été très bien suivi, très bien relayé. Il y a plusieurs choses. C'est que même pendant qu'on faisait le film ou qu'on terminait le film, et puis la post-prod qui nous prenait du temps, les gens voyaient bien les images qu'on faisait. On avait mis quelques teasers, des choses comme ça. Donc on nous sollicitait aussi pour réaliser des petits projets. Donc ça pouvait nous faire un peu de financement pour continuer à aider le film. Donc c'est compliqué, c'est ménager la chèvre et le chou, mais c'est compliqué. Il y a des trucs que tu peux pas refuser parce que c'est des gens qui t'aident. Tu peux pas refuser, tu peux refuser, mais tu vas faire un spot de pub pour une convention, un truc comme ça, parce que c'est une convention qu'un pote est en train de mettre en place. Et puis au final, tu sais que toi, ton film, tu pourras aller le présenter dans cette convention, ça te met un peu de visibilité. Donc il y avait tout un tas de choses comme ça qui étaient compliquées à faire avancer. Ça nous a permis de débloquer un palier. Enfin, on a récolté 35 000 €, ce qui est pas rien. Et ça a payé quoi, ça, concrètement? Alors concrètement, ça a payé tout ce qui était post-prod, avec comment on appelle ça, un ingé son en studio. Du mixage? Ouais, du mixage. Alors du mixage, parce que il y a deux métiers qui sont. Il y a le mixeur son et le. Il y a deux métiers bien différents sur le son. Monteur son et ouais, mixeur son. Monteur son et mixeur son, c'est ça. Mais il y en a un qui est
plus galère que l'autre. Enfin, je crois que monteur son, c'est crois que bien c'est- plus compliqué. je crois que c'est Enfin, ça. c'est pas que c'est plus compliqué, c'est que ça prend beaucoup plus de temps. c'est ça. Donc c'était un peu Monteur son, compliqué c'est là-dessus, le même mais boulot qu'un monteur image, mais au son. c'est ça. Mais Donc, on avait aussi quelqu'un dans une cabine speak. Enfin, du coup, il fallait un ingé son qui soit là pour faire les prises de son. Voilà. Il y avait No Life qui nous ont grandement ouvert leurs portes. Ça a permis de payer des graphistes. Alors, il y a eu un palier qui était un peu qu'on avait rajouté, c'était le stretch goal comme on appelle ça. C'est on était à 30 000, si on atteignait les 35 000, on avait dit on ferait appel à un orchestre symphonique. Enfin, donc c'est pas un gros orchestre, mais c'est un orchestre qui justement se mettait, alors c'est le Paris Scoring, je crois, quelque chose comme ça. Ça met à la portée, j'ai presque envie de dire, de la portée de petits projets ou des choses comme ça, des vrais instruments. Et vous l'avez fait ça? Ah oui, on l'a fait, bien sûr. Et c'était même je pense que c'était une première expérience d'ailleurs pour le compositeur. Donc il nous a composé une dizaine de thèmes, je crois, pour le film. Il les a composés avant que le film soit réalisé, d'après le scénario, d'après ce que Rémi a pu donner comme intention. Mais derrière, par contre, il a fallu qu'il transpose ce qu'il avait fait en musique. Du coup, c'était aussi performant puissent être les logiciels de musique aujourd'hui. Il a fallu les transposer en partition, ce qui n'était pas forcément évident. Donc il a travaillé avec le chef d'orchestre. Il y a différentes partitions, fallait les répartir et tout. Et c'est juste magique de sentir la musique vraiment. Les pieds qui touchaient plus le sol, quoi. C'était quand on a assisté à l'enregistrement. Tu y étais, toi? Ah oui, je n'aurais pas raté ça. Hein. C'est d'entendre les musiques. En fait, on les proposait en CD audio avant que le film sorte. On disait aux gens, si vous voulez soutenir le film, il y avait le CD, on le vendait pour une somme symbolique. Donc on avait eu avec ce financement participatif, alors j'avais eu une interview sur Fun Radio, le truc improbable. Toi, tu t'es fait interviewer chez Fun Radio? Ils t'appellent, alors c'était prévu un peu un jour à l'avance, ils t'appellent, ils font tel jour, telle heure, ça vous dirait, petite interview sur Fun Radio. Sur Fun Radio, vous êtes malade? Ouais, carrément. Et il y avait ça, alors c'était Camille Combal, je crois que c'est ça. Et c'est juste une petite interview, tu vois, c'est un truc vite fait, mais quand t'as ça, tu fais c'est cool. Un article dans Le Parisien. Voilà, la une du Parisien, il y avait un bandeau, les Seigneurs d'Outre-Monde des Français font, je sais pas ce qui était, je sais plus exactement ce qui était marqué. Tu sais qu'il y a des vraies productions qui tueraient pour Ah oui, avoir non, mais une minute sur Fun Radio c'est ça, non, mais ou dans Le Parisien. On était dingue, hein, donc je pense que ça fait partie du délire aussi, c'est que justement si on avait été une vraie prod, on n'aurait pas eu ça parce que là c'est le côté système D, le côté. Donc financement participatif, post-prod. Ouais. On va raccourcir un peu, vous bouclez le film film est terminé. Oui. Comment vous le diffusez, comment vous le faites vivre? C'est la difficulté. Il y a une avant-première, je crois. Oui. Alors on avait fait une avant-première déjà pour les gens qui avaient financé le film sur le financement participatif. Ça faisait partie des contributions. On avait dit on ferait une projection ciné. Le problème, c'est que derrière, comme on n'est pas dans les circuits traditionnels, t'as un format un peu bâtard, tu peux pas te permettre de dire on va le proposer en ciné, diffusion ciné. Et comment vous vous retrouvez sur No Life du coup? On avait eu une interview avec Monsieur Poulpe et Davy Mourier, c'était à l'époque, truc au téléphone. No Life, c'est une chaîne de télé pas comme les autres. Et donc c'est eux qui ont permis, je pense qu'on largement contribué au succès de séries comme Noob, de youtubeurs comme Benzaï. Quand on revoit les premiers épisodes qui passaient sur Noob, de Benzaï sur No Life. Puis c'est aussi prolonger un peu l'expérience du film, remercier les gens qui ont participé, continuer à les mettre en avant, même en dehors du film. Donc il y a eu quelques projections au cinéma, il y a eu No Life, Oui. Et après le film sur internet directement? Netflix n'était pas encore là. Il y a ça, hein. Elle n'était pas encore là. Il y avait Amazon Prime qui avait déjà des vidéos, mais c'est compliqué d'avoir des contacts. On avait essayé alors, Canal+, je sais pas. On a essayé plein de choses, mais soit t'as pas de réponse, soit c'est négatif. Mais du coup, le film a eu sa petite vie sur Internet. Alors c'est une chaîne anglaise, mais donc ça nous a pas forcé, mais on a mis des sous-titres en anglais. On a fait sous-titrer le film en anglais. C'est un projet d'une vie. Enfin, c'est quelques années, voilà. Donc forcément, on garde dans son cœur. Il y a beaucoup de choses à dire, quoi. À côté de ça, toi, tu es assez actif sur YouTube. Ouais, j'essaye. J'essaye. Donc je me suis lancé, j'avais du matériel, je voyais des mecs qui faisaient des vidéos, je me suis dit, pourquoi pas.
Donc j'ai créé une petite chaîne qui s'appelle Cyril 2.0, qui est basée sur le rétro gaming. Alors on le voit un petit peu derrière, voilà, c'est Là, on tourne dans le décor de ta chaîne. Voilà, c'est ça, c'est le décor de la chaîne, effectivement. C'est du jeu sur la première PlayStation, donc c'est une console de cœur que j'avais mis de côté pendant des années. Le jeu vidéo, j'avais mis ça de côté pendant des années, ça refait surface, voilà. Donc j'en parle, je parle des jeux, je parle de la console, puisqu'elle a fêté ses 25 ans là récemment. Donc ça me tient à cœur aussi, et ça fait partie de, on va dire, c'est une espèce de défi personnel aussi, de se dire ok, bon, le film c'est fait, mais c'est vachement long à faire. J'avais envie de faire des vidéos plus rapidement quand je me dis peut-être avoir des choses à raconter. Au final, il y a des vidéos qui sont toujours aussi longues à mettre en place, et c'est pas si simple que ça, hein, voilà. Et en fonction de ce que tu veux faire sur la chaîne, ce que tu veux, en fonction du youtubeur que tu veux être, c'est vrai que c'est un mot qu'on n'aime pas forcément, mais bon, à la limite, il y a des gens qui arrivent à en vivre, mais j'ai toujours eu cette espèce de volonté de me dire, si un jour je peux en vivre, pourquoi pas. Ouais, il faut dire que toi, tu es une vraie encyclopédie vivante sur la PlayStation 1. Tu es vraiment un vrai... Encyclopédie, je sais pas. Je pense si, qu'il y a vraiment, peut-être des mecs qui sont... Enfin, il y a sûrement des mecs qui sont mieux qu'avec moi. Et je souhaite, j'espère un jour les rencontrer, tu vois, par exemple. Parce que c'est un sujet... Des mecs comme Florent Gorge, ce genre de personnes un peu. Quand on me dit Cyril, quand on pense PS1, on pense tout de suite à Cyril. Je fais, merci, c'est cool, c'est gentil. Et si quand on dit en France, on pense Nintendo, on pense à Florent Gorge. Ouais. C'est le monsieur Nintendo. Je lui dis, moi, je trouve Florent Gorge de la PlayStation. Moi, je trouve ça très flatteur. Après, je suis sûr qu'il y a des mecs qui sont beaucoup plus calés que moi. Mais ça, en fait, ça me passionne d'apprendre des choses sur cette console. Donc toi, tu as ta chaîne YouTube perso dédiée à la PlayStation 1, mais tu travailles aussi pour un autre YouTuber qui est assez populaire et qui gagne sa vie avec YouTube, qui s'appelle Edouard. Est-ce que tu peux me raconter un peu comment tu es arrivé là-dessus et comment ça s'est fait? Alors Edouard, déjà je suivais ses vidéos, je regardais ce qu'il faisait, et on a une amie commun qui nous a présenté, et donc déjà on avait fait un peu connaissance comme ça, mais pas plus. Donc après moi j'aime pas trop être envahissant, des trucs comme ça, voilà. Il a posté un jour une annonce et il dit il cherche un monteur, et dans les personnes qui me connaissent un peu savent que je suis monteur graphiste. Et du coup, tout le monde m'a tagué, m'a dit Cyril, il y a Edouard, il cherche un monteur et tout. Donc le soir, j'étais pas chez moi dans la journée, je rentre le soir, je lui envoie un petit message, je lui fais écoute, on s'est vu à telle convention et tout, voilà. Et je lui explique, je lui dis dans la vraie vie, je suis monteur graphiste. Je fais écoute, voilà ma démo. Je sais faire ça me ferait bien plaisir de bosser avec toi, voilà. Donc c'est vrai que alors c'est du co-montage, j'ai presque envie de dire, parce que c'est-à-dire qu'il écrit le texte, il enregistre la voix off, il m'envoie la voix off, et puis moi je dois ajouter toutes les images qui vont par-dessus, même des images de gameplay ou des choses comme ça. Mais voilà, après, donc c'est vrai que j'interviens sur certains projets, pas tous, donc j'ai fait une dizaine de vidéos avec lui, et c'est cool, donc ça permet d'apprendre, mais aussi de confirmer ce que je savais déjà, c'est que de toute façon, pour une vidéo, en montage, il faut du temps. Et je sais pourquoi moi, sur certaines vidéos, je mets du temps à les faire, parce qu'il faut tout de suite une journée, 2 jours et demi de temps à y passer dessus pour bosser. Et quand on vit de ça sur YouTube, c'est bien, mais quand on n'en vit pas, c'est plus compliqué de se dire je vais passer 2 jours et demi sur une vidéo qui va rien me rapporter. Parce que en dehors des Seigneurs d'Outre-Monde, le métier de graphiste, comme je disais, j'ai bossé, alors il y a eu du téléfilm, mais il y a aussi de la pub. Et la pub, ça bosse assez vite. Ce que je fais comme effet, c'est des effets 2D, hein. Je fais pas de 3D encore. Donc c'est tout ce qui est restauration de l'image, enfin il faut effacer des éléments à l'image, tout ce qui est motion design. Sur YouTube, c'est toute la difficulté d'arriver à sortir un peu du lot, de savoir ce qu'on peut proposer, et de le faire en un minimum de temps ou de voilà, mais ça appartient au code de YouTube. Il y a ça aussi, c'est qu'on tolère ce genre de truc là, mais le truc c'est que au final c'est vrai et faux à la fois, parce que des grosses chaînes finalement finissent par faire appel à des monteurs. On est d'accord. Donc c'est la chèvre et le chou tout le temps, c'est assez mystique. Donc bon, voilà, donc il y a des choses comme ça qui sont assez étranges, mais moi je me souviens le truc le plus flagrant au début, quand j'ai commencé, je regardais d'autres vidéos, de moi en me lançant, je fais les autres comment ils font et tout, on regarde des FAQ, les gens expliquent comment ils font, qu'est-ce qu'ils ont comme setup ou des choses comme ça, et je me souviens avoir dit à mon pote, Rémi ou Fenris, leur dire les mecs, vous vous rendez compte, on a passé des années à se faire chier à filmer avec notre caméra et machin, à faire un truc, il y a des gens, ils filment avec leur téléphone portable. Ouais, bien sûr.
Pour moi, c'était impensable. Pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens qui voudraient se lancer dans le cinéma, l'audiovisuel, YouTube? Bah allez-y, foncez. Hein. Le conseil que je pourrais donner, alors je sais pas, j'avais cru lire ou entendre un truc un jour, j'ai jamais retrouvé si c'est vraiment, si c'est mon esprit qui a inventé ce truc-là ou me dire si je l'ai vraiment lu quelque part, c'est Tarantino qui donc aurait dit si tu veux apprendre à faire un film, fais un film. Et c'est un peu ça le délire aussi pour démarrer sur YouTube, faut y aller, faut se lancer, faut pas forcément chercher à acheter la meilleure caméra, à acheter la meilleure lumière et tout. Il faut être prêt à faire du contenu, il faut être prêt à, à presque dire adieu à toute vie sociale, mais c'est ça, hein, faut faire du contenu. C'est une très belle conclusion, ça. Voilà. Faut faire du contenu. Bah, merci beaucoup Cyril, Merci beaucoup de m'avoir à toi. accueilli. Plaisir. Puis on se retrouve cool. donc sur ta chaîne YouTube. Avec grand plaisir. En attendant, dans la description, il y aura le lien pour les Seigneurs d'Outre-Monde. Tout ce Mettra dont on a parlé, voilà, il y aura les liens dans la exactement. description. Avec Bah, à grand la plaisir. prochaine, merci beaucoup. Merci, Ciao. à très vite. Ciao. Oui, alors il y a aussi un truc sur YouTube, c'est que alors, ça participe aussi. Bah, n'oubliez pas de vous abonner, mettez un petit pouce si vous voulez, hein, puis bah, partagez la vidéo. Si elle vous a plu, bah, parce que ça encouragera aussi Jonathan dans ce qu'il fait. Donc voilà, un grand merci à lui, et puis n'hésitez pas à lui faire savoir si vous avez apprécié ce qu'il a fait là.